Bonjour les TS, c'est Monsieur Renaudin. Donc comme promis, je vous fais la correction du bac blanc que je vous ai donné la semaine dernière. Euh, alors désolé pour le retard, je devais le donner hier, mais j'ai des problèmes de compilation. Je m'ai pris la tête un peu hier, et puis c'est bon, c'est réglé, donc on va pouvoir passer à la correction. Donc j'ai fait qu'un fichier pour le bac blanc obligatoire SP Math, donc c'est pour ça qu'il y a 5 exercices dans cette correction. Voilà le premier exercice, un exercice sur une fonction donc déjà u de x qui est définie par trois paramètres a, b et c, trois réels a, b et c, et on a la représentation graphique de la courbe CU qui passe par les points de coordonnées a 1, 0 et b 4, 0, donc ces deux points-là. Voilà ce que l'on sait. Et on a tracé l'asymptote. On précise que et la droite D sont asymptotes à la courbe CU, la droite D qui est y égale à 1 ici. Donc une asymptote, ça veut dire que en l'infini, la courbe et la droite se rapprochent. Bon. Donner les valeurs de U de 1 et de U de 4, bon, ça c'est la lecture graphique, on pourrait donner ça à un élève de seconde. C'est-à-dire que c'est par lecture graphique, comme ça passe par le point de coordonnées 1, 0, U de 1 égale à 0, et de la même manière, U de 4 égale à 0. Voilà. Donner la limite de U de x en plus l'infini. Donc la droite D, ce que je disais ici, d'équation y égale à 1, y égale à 1, est une asymptote à CU en plus l'infini, donc par définition, ça veut dire que la limite de U de x égale à 1. Quand x devient très grand, U se rapproche de la valeur 1. Alors maintenant, je calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de cette fonction-là. Alors en fait, quelles que soient les valeurs de b et de c, ça tend vers 0, c'est deux quantités, donc la limite de la fonction u égale à a. Donc on en déduit donc que a égale à 1, vu que la limite c'est égal à 1, et donc que u de x c'est 1 plus b sur x plus c sur x2. En déduire que pour tout réel positif, u de x égale à cette fonction-là. Alors, on va utiliser ici la question 1. On connaît deux valeurs qui va nous permettre d'obtenir deux équations. U de 1 égale à 0, donc b plus c égale à moins 1. U de 4 égale à 0, donc 4b plus c égale à moins 16. Voilà, on pose ça sous forme de système. Et puis là, j'ai fait par combinaison. Ici, c égale à moins 1, moins b. Non, excusez-moi, par substitution ici. C'est-à-dire que j'ai exprimé c en fonction du reste. Et ici, donc du coup, j'ai remplacé c par moins 1 moins b. Autrement, on peut faire par combinaison, par exemple, soustraire les deux lignes. Et on obtient donc c égale à 4 et b égale à moins 5. Donc on obtient que u de x égale à ça. Et en mettant sous le même dénominateur, on retrouve bien le résultat de l'énoncé. Partie B maintenant. Une autre fonction définie par la fonction x moins 5 ln de x moins 4 sur x. Déterminer la limite quand f tend vers 0. Alors, si on le fait directement, on a une forme à déterminer. On a une forme à déterminer, pourquoi? Parce que si x tend vers 0, je vous rappelle que ln de x tend vers moins l'infini. Donc du coup, x moins 5 moins 5 ln de x tend vers plus l'infini. 4 sur x quand x se rapproche de 0. Alors, quand x tend vers 0, par valeur positive, parce que le domaine de définition, c'est 0 plus l'infini. Donc 4 divisé par un nombre très proche de 0 positif, ça va tendre vers plus l'infini. Donc on a plus l'infini, moins plus l'infini. On a une forme à déterminer, on ne peut pas directement donner la limite en 0 avec cette forme-là. Et puis en plus, bon, il y a une petite indication, donc on va sûrement l'utiliser. Et il faut avoir l'idée ici de mettre sous le même dénominateur, de transformer en une seule fraction. Voilà ce que ça donne. La limite du numérateur, donc j'utilise le résultat donné. La limite du numérateur tend vers moins 4. Le dénominateur tend vers 0, mais x est supérieur à 0, donc ça tend vers 0+. Vous pouvez rajouter un plus ici. Et moins 4 divisé par 0+, moins 4 divisé par un nombre très proche de 0 positif, ça tend vers moins l'infini. Donc la limite de f, c'est moins l'infini quand x tend vers 0. La limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, cette fois. Donc là, pareil, il y a une forme à déterminer si on le fait directement. Encore que... oui, il y a une forme à déterminer, oui.
Si ça tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini, et ln de x tend vers plus l'infini aussi. Donc du coup, plus l'infini moins plus l'infini, forme indéterminée. Ici, il faut avoir l'idée de factoriser par x, et d'utiliser la limite de courbe. Hein, cette limite-là, vous l'avez. Ln de x sur x tend vers 0. Donc il faut avoir l'idée d'utiliser cette limite pour lever la forme indéterminée. Vous pouvez regarder votre chapitre sur le logarithme népérien, vous avez cette limite-là, donc qu'il faut utiliser. Et donc après, par produit, on a la limite de l'expression grâce à cette forme-là. Et donc ça tend vers plus l'infini. Question 3, démontrer que f' égale à u. Donc, on dérive. La dérivée de f ne pose pas de problème. Encore faut-il... bon voilà, la dérivée de x c'est 1. La dérivée de ln de x c'est 1 sur x. Et la dérivée de 4 sur x, on peut utiliser u sur b, ou dire que c'est 4 fois 1 sur x, et la dérivée d'1 sur x c'est moins 1 sur x2. Et donc on arrive à cette expression-là qui est égale à u de x. Dans la même question, on demande le tableau de variation de f. Donc comme f' égale à u, on étudie le signe de u de x. Alors là, j'ai factorisé, mais on peut faire le delta, bien sûr, pour le signe du numérateur. X au carré est toujours positif, et on est entre 0 et plus l'infini. Si vous faites le delta, vous trouvez les deux valeurs 1 et 4. Bon, autrement, on factorise, et on trouve 1 et 4 aussi. Du signe de a à l'extérieur des racines, donc a égale à 1 ici, donc ça fait plus, moins, plus. X au carré étant positif, ne change pas le signe de u, et donc de f'. Et donc on en déduit les variations. Alors quand vous faites un tableau de variation et qu'on vous a demandé les limites avant, n'oubliez pas de les repréciser. Donc on avait trouvé plus l'infini en plus l'infini, moins l'infini en 0. En 1, il suffit de remplacer, ça fait moins 3. Et voilà, c'est écrit ici. Et f de 4 égale à 3 moins 5 ln de 4, qui fait à peu près moins 3,93. Voilà. Pas de valeur approchée dans le tableau de variation, mais les valeurs exactes. Partie C, déterminer l'aire A exprimée en unité d'aire du domaine assuré sur le graphique de la partie A. Donc, ici, on vous demande cette aire-là. Alors évidemment, il faut penser aux intégrales, mais dans cette partie-là, on peut s'apercevoir que la fonction est négative. Bon, on voit aussi quand on a étudié le tableau de signes ici de U, entre moins 1 et 4, c'est négatif. Et donc, pour calculer cette aire-là, c'est l'opposé de l'intégrale de la fonction entre 1 et 4. Donc si la fonction est positive, je vous rappelle que c'est l'intégrale, tout simplement. L'aire entre la courbe, l'axe des abscisses et les deux bornes, c'est l'intégrale. Mais si la fonction est négative, c'est l'opposé de l'intégrale. Donc, pour calculer cette aire-là, c'est égal à moins l'intégrale de 1 à 4 de u de x dx. On est entre 1 et 4, et donc c'est l'opposé de cette intégrale. Alors pour calculer la primitive de u, je ne vais pas m'embêter parce que comme f' égale à u, une primitive de u c'est f. Donc la fonction f est une primitive de u. Donc c'est la variation entre 1 et 4 de la fonction f, c'est-à-dire f de 4 moins f de 1. On remplace et on trouve 5 ln de 4 moins 6 unités d'aire. Alors dernière question. Alors vous avez dans cette question toute trace de recherche même incomplète, ça veut dire question dure. Voilà, question difficile. Bon, c'est pour départager les meilleurs élèves. Faut pas y passer trop de temps. Encore une fois, on donne pas énormément de points sur ce genre de questions pour remonter les notes. Je devrais pas le dire, mais c'est comme ça. Donc ne passez pas trop de temps le jour du bac, si le bac se déroule, pour ce genre de questions. Donc on demande l'aire entre, c'est pas infaisable non plus, l'aire entre 4 et lambda, avec lambda un nombre supérieur à 4, 0 et u de x. Concrètement, sur le graphique, sur le graphique, alors bon, je peux pas dessiner là, c'est un peu dommage, c'est que lambda, c'est n'importe quelle valeur après 4. Et donc, on demande l'aire entre l'axe des abscisses, 4, la courbe, et la valeur, une valeur lambda. Donc, évidemment, cette aire va dépendre de la valeur de lambda. Si lambda égale à 5, ben voilà, ça va faire l'aire
de cette petite partie-là, je ne sais pas si c'est assez visible, si lambda égale à 5, eh bien ça va de 4 à 5, entre la courbe et l'axe des abscisses, etc., etc. Et donc on demande en fonction de lambda, quelle est cette étape. Alors là, cette fois, et puis en plus on vous demande est-ce qu'il existe une valeur de lambda telle que a de lambda égale à a de la question précédente. Donc sur 4 plus l'infini, cette fois la fonction est positive. Donc cette R-là, c'est égal à l'intégrale de 4 à lambda de u de x dx. On calcule l'intégrale, c'est encore une fois une primitive de u, c'est f, donc c'est f de lambda moins f de 4. On remplace et on trouve... alors là, il y a une erreur. Ah non, c'est bon. F de moins 4, F de lambda moins F de 4. Et puis alors après on demande est-ce qu'il existe une valeur de lambda telle que A de lambda égale à A. Donc ça revient à résoudre cette équation. A c'est égal à cette valeur-là, 5 ln de 4 moins 6. Donc il faut résoudre cette équation. On remplace et on retrouve donc F de lambda égale à moins 3. Alors dans la question, on ne demande pas de trouver la valeur de lambda. C'est existe-t-il une valeur? Donc il faut penser au théorème des valeurs intermédiaires. Quand on regarde le tableau de variation, est-ce qu'il existe une valeur de lambda supérieure à 4 telle que f de lambda égale à moins 3? Ben, oui, parce que pour 4, ça fait 3 moins 5 ln de 4, qui fait moins 3,93, et après ça tend vers plus l'infini. Donc forcément, on va avoir une valeur entre 4 et plus l'infini, même unique, une valeur lambda, telle que l'image par f donne moins 3. C'est le théorème des valeurs intermédiaires. Donc là, vous avez la rédaction. F est continue et strictement croissante sur 4 plus l'infini. F de 4 égale à 3 moins... Ah, il manque 5 là, il manque un 5. Par contre, il faudrait le rajouter dans la correction, il manque un 5. Et 3 moins 5 ln de 4, c'est environ égal à ça. Ce que je ferai, c'est que je vais modifier le document et vous l'aurez le 5, en fait, concrètement, si vous téléchargez le PDF. Mais je ne vais pas refaire la vidéo. Donc voilà. Donc ça fait moins 3,93. La limite de f, c'est plus l'infini. Donc l'équation f de lambda égale à moins 3 admet une unique solution. Et puis là, une petite remarque, c'est entre 1,7 et 7,7 et 7,8. Bon, c'est pas demandé, hein, mais parce qu'en calculant les deux images, on a ces deux valeurs-là. Voilà pour cet exercice 1, donc qui était sur, et puis vous avez le barème détaillé, sur 6 points. On passe à l'exercice 2. Alors, l'exercice 2 correspond à l'exercice 2 des non-spémates. Voilà, c'est un exercice de proba. Alors évidemment, les spémates, vous pouvez le faire. Un exercice de proba conditionnel. Donc, une épidémie chez les bovins, et puis c'est assez classique comme sujet, donc soit il est malade, soit ils sont malades, soit ils sont pas malades. Et en fait, le test, comme toujours, hein, test médicaux, il peut y avoir des faux négatifs et des faux positifs. Peut-être que vous entendez ça aux infos en ce moment, heureusement. Donc le test est positif si l'animal est malade. Le test est positif dans 85% des cas. Et si l'animal est sain, le test est négatif dans 95% des cas. C'est-à-dire que le test, quelquefois, peut se tromper. Voilà. Les événements M, l'animal est porteur de la maladie. T, l'événement, le test est positif. Faire un arbre. C'est fait. M malade, M bar non malade, etc. Test positif, test négatif, et donc il suffit de mettre les valeurs que l'on a ici. Valeur décimale, pas de pourcentage dans les arbres de probabilité. On choisit un animal au hasard, quelle est la probabilité qu'il soit porteur de la maladie et que son test soit positif. Donc là, on vous demande cette branche-là, malade plus positif. Je vous rappelle que c'est l'intersection qu'on vous demande, P de M inter T, et donc c'est égal à ça. On multiplie les probabilités des branches de l'arbre, donc ça donne 0,0085. Montrer que la probabilité pour que son test soit positif est de 0,058. Alors dans quel cas il est positif? Soit il est malade et le test est positif, soit il n'est pas malade et le test est positif.
Donc on additionne ces deux branches, ça donne ça. Et donc on trouve 0,058. Voilà. Très classique. Pareil là aussi, hein, un animal est choisi au hasard parmi ceux dont le test est positif. Quelle est la probabilité qu'il soit porteur de la maladie? Donc on vous demande en fait concrètement ici P2M sachant T, sachant que le test est positif, quelle est la probabilité que l'animal soit malade? Donc la formule de cours, et on trouve ça. Pourquoi j'ai arrondi à 10-4? Ah oui, voilà, dans cet exercice, les résultats seront donnés au 10 millième près. Donc voilà, donc, je fais ce qu'on me demande. On choisit 5 animaux au hasard. La taille de ce troupeau permet de considérer des épreuves comme indépendantes et d'assimiler les tirages à des tirages avec remise. Ça veut dire que, qu'importe en fait si parmi les 5, le premier est malade ou pas, la probabilité restera la même pour le deuxième qui soit malade ou pas. Concrètement, c'est indépendant. On note X, la variable aléatoire qui aux 5 animaux choisis associe le nombre d'animaux ayant un test positif. Donc la loi de probabilité suivie par X, c'est la loi binomiale, hein, vous y pensez, c'est indépendant. Vous avez deux possibilités, 5 épreuves de Bernoulli, c'est-à-dire 5 épreuves ayant deux issues possibles, test positif, test négatif, et on répète l'expérience 5 fois. Donc on est concrètement dans une loi binomiale. Vous revoyez la vidéo que j'ai faite précédemment sur la loi binomiale. Et donc, X suit la loi binomiale de paramètres n égale à 5 et P égale à 0,058. Ça, c'est la probabilité que le test soit positif. Donc, on a repris le résultat précédent. Quelle est la probabilité pour qu'au moins un des 5 animaux ait un test positif? Deux possibilités ici. Alors, il faut utiliser déjà la formule de cours, hein, K parmi n. Revoyez la course sur le cours sur la loi binomiale, encore une fois, la vidéo ou le cours en lui-même. Donc, je disais deux possibilités. Qu'il y ait au moins un des 5 animaux. Alors, j'aime dire que soit vous êtes intelligent, soit vous êtes un peu bébête. Si vous êtes un peu bébête, vous vous dites, soit il y a un animal qui est positif, soit il y en a 2, soit il y en a 3, soit il y en a 4, soit il y en a 5. Et vous additionnez toutes ces probabilités-là. Donc en utilisant la formule K parmi n fois P exposant K, etc. Soit vous êtes un peu plus intelligent et un peu plus feignant, et vous voulez un peu moins écrire, et un peu moins faire de calcul, et donc vous pensez au complémentaire. Quel est l'événement contraire qu'il y ait au moins un des 5 animaux qui ait un test positif? Eh bien que tous les animaux aient un test négatif, qu'il n'y ait aucun test positif parmi les 5, c'est-à-dire P de X égale à 0. Voilà ce que ça donne, à 10-4 près, en utilisant la formule. Et ça, je vous rappelle, hein, c'est K parmi n, ça se trouve à la calculatrice. Encore une fois, regardez la vidéo si vous avez besoin. La probabilité qu'il y ait que pour qu'au moins un des 5 animaux ait un test positif, donc je passe par le complémentaire, donc ça fait 1 moins cette probabilité-là, et on trouve 0,2583. Question 5. Le coût des soins à prodiguer à un animal ayant réagi positivement au test est de 100 €, et le coût de l'abattage d'un animal non dépisté par le test et ayant développé la maladie est de 1000 €. En fait, on cherche à savoir si c'est rentable ou pas de tester les animaux. On suppose que le test est gratuit. D'après les données précédentes, la probabilité du coût engagé par animal subissant le test est donnée par le tableau suivant. Voilà. Calculer l'espérance mathématique de la variable aléatoire associant à un animal le coût à engager. Donc là, c'est l'espérance. Quand vous avez un tableau comme ça, il faut multiplier ici les valeurs. C'est-à-dire qu'on a une probabilité de 0,9405 que le test soit négatif, et donc comme il ne coûte rien, ça coûte 0. Donc on fait 0 fois 0,9405 plus ça fois ça. Là, c'est que le test est positif, et là, c'est que l'animal est malade. Donc voilà ce que ça donne. Et donc on trouve 7,30 €. Ça représente le coût moyen par animal. Voilà ce que ça signifie l'espérance. C'est que en moyenne, ça va coûter 7,30 €
suivant les cas de figure, que le test soit négatif, que le test soit positif, et que l'animal soit malade. Un éleveur possède un troupeau de 200 bêtes. Si tout le troupeau est soumis au test, quelle somme doit-il prévoir à engager? Pour 200 bêtes, ça fait 200 fois 7,30 €. Voilà, 1460 €. Voilà pour cet exercice. Alors l'exercice 3, c'est l'exercice de SPEMAT. Je le ferai à la fin de la vidéo. Ça sera plus pratique pour les spé physiques. Voilà. Je vais passer donc à l'exercice 4. Alors l'exercice 4 sur la correction, qui correspond à l'exercice 3. Bon, on saurait faire le lien. Un petit QCM, ouais, ça peut arriver. Donc c'est parti. On se place dans le plan complexe OUV. On a des points dont on donne les affixes. On demande si cette équation-là admet aucune, 3 solutions, 2 solutions, enfin voilà, les questions. Donc il faut résoudre ça. Alors là, pour résoudre ça, en fait, c'est une équation en bicarré, on appelle ça. C'est-à-dire qu'on peut poser grand Z égale à Z au carré. On se retrouve avec un polynôme de degré 2 qu'on résout. On trouve Z1 égale à moins 5, grand Z égale à moins 5 et Z2 égale à 1. Mais c'est pas petit z. Donc après, du coup, on se retrouve avec Z au carré égale à moins 5 et Z au carré égale à 1. Pour retrouver ces solutions-là, il y en a. Hein. Il ne faut pas me dire ici qu'il n'y a pas de solution complexe. Hein. Vous savez qu'il y a des nombres complexes imaginaires tels que le carré d'un nombre négatif. Et donc, on a ces 4 solutions. Et donc, c'est la réponse B. 2 solutions imaginaires pures. Aucune solution dans R, ça c'est faux. Il y a moins 1 et 1. 3 solutions dans R, c'est faux. Il y en a 2. Exactement 3 solutions dans C, c'est faux. Il y en a 4. Voilà. Donc, c'est la réponse B. 2 solutions imaginaires pures. L'ensemble des points Z tels que module de Z plus I égale à module de Z moins 1. Donc là, il faut, on l'avait fait, hein, bien sûr. Donc en fait, il faut transformer ça en égalité de longueur. Ça correspond à la longueur DM. Ça correspond à la longueur AM. Et DM égale à AM. Alors si vous placez 2 points à aider sur une feuille et vous vous demandez quels sont les points M qui sont équidistants de D et de A, qui sont à la même distance de D et de A, c'est-à-dire qu'il vérifie DM égale à AM, eh bien c'est la médiatrice du segment AD. C'est-à-dire la droite passant par le milieu du segment et perpendiculaire au segment. Donc c'est la réponse A. L'ensemble des points Z tels que Z plus 6 sur Z plus 1 soit réel. Alors là je suis passé par... j'aurais pu le faire avec l'argument, mais là je suis passé par X plus Y. Donc voilà ce que ça donne. J'ai multiplié par le conjugué du dénominateur ici pour avoir la partie réelle et la partie imaginaire. Donc cette fraction est un réel si jamais y plus x plus 1 égale à 0. Et donc c'est une équation de droite à laquelle il est assez simple de vérifier qu'elle passe par les points C et D, donc en remplaçant par les coordonnées de C et de D. Et donc c'est la réponse A. Par contre, pas le point C. Pourquoi pas le point C? Parce que le point C, il a pour affixe moins 1. Voilà. Et si on remplace, c'est une valeur interdite. C'est pas calculable. Donc il ne faut pas que Z soit égal à moins 1 et donc il ne faut pas le point C. Question 4. L'ensemble des points Z tels que l'argument de Z-I égale à ça. Alors l'argument de Z-I, en termes de signification, vous avez la formule dans votre cours, ça correspond à l'argument du vecteur BM, l'argument de l'affixe du vecteur BM. Et donc l'argument de BM, c'est-à-dire UBM, U c'est le vecteur unitaire de l'axe des abscisses, cet argument de Z-I correspond à l'angle UBM. Vous l'avez dans votre cours. Cette propriété, c'est ce que j'appelle la formule du Z à l'envers, mais c'était juste avant cette formule-là. Et donc ça correspond,
cette équation-là correspond au fait que l'angle UBM doit être égal à moins pi sur 2. Et donc on obtient la demi-droite BD. Pourquoi? Parce que alors déjà B n'est pas dans l'ensemble, puisque le vecteur nul, U vecteur nul, ce n'est pas défini. L'argument de 0 n'est pas défini. Je remplace Z par la fixe de B. Et donc M doit être différent de B. Et en fait ça correspond à la droite BD. Alors bon, c'est un QCM, hein, et puis on ne demande pas de justification non plus. On peut placer les points et on peut s'apercevoir que l'angle de la demi-droite BD avec le vecteur unitaire U fait un angle de pi sur 4. Faites une figure, placez les points. Hein, là, vous avez un QCM où on ne vous demande pas de réponse justifiée, aucune justification n'est demandée. Bon, le but est de trouver la bonne réponse, hein, d'éliminer des choses absurdes. Et donc on arrive à ça, et en regardant, on voit que c'est la droite BD. Je passe à l'exercice 4. C'est l'exercice 4 celui-là. Géométrie dans l'espace cette fois. Deux points A et B, une droite, D, dont on donne la représentation paramétrique. Déterminer une représentation paramétrique de la droite AB. Alors là, ce que j'ai fait, c'est une autre méthode pour retrouver l'équation paramétrique. Ce qu'on avait fait en cours, nous, plutôt, c'est calculer les coordonnées de AB, comme ici, déjà. Donc c'est moins 2, 1, 0. Et donc le cours nous dit que c'est les coordonnées d'un point, donc 0, 1, moins 1, appartenant à la droite AB. Donc là, j'ai choisi le point A. Et plus K fois le vecteur, un vecteur directeur de la droite, et le vecteur AB, bien sûr, est un vecteur directeur de la droite. Donc voilà une représentation paramétrique de la droite AB. Montrer que AB et D ne sont pas parallèles. Pour cela, j'utilise les vecteurs directeurs. Donc AB est un vecteur directeur de la droite AB, donc moins 2, 1, 0. L'autre droite a un vecteur directeur égal à 1, 1, moins 1. Voilà. On s'aperçoit que c'est pas collinaire, c'est pas proportionnel. Donc du coup, comme les vecteurs ne sont pas collinaires, les droites AB et D ne sont pas parallèles. Parce que comme les vecteurs ne sont pas collinaires, ils n'ont pas la même direction. Comme c'est les vecteurs directeurs des droites, les droites ne sont pas parallèles. Montrer que les droites AB et D ne sont pas séquentes. Si les droites sont séquentes, ça veut dire qu'il y a un point dans l'intersection, et donc on doit résoudre ce système-là. C'est pareil, on l'avait fait. On trouve un système impossible. Là, je trouve k égale à 1 et k égale à 0. Donc, comme le système est impossible, il n'y a aucun point dans l'intersection, et donc les droites ne sont pas séquentes. Donc, elles ne sont pas coplanaires, du coup. Non parallèles et non séquentes. C'est pas demandé. Alors, ensuite, la lettre U désigne un nombre réel. On considère le point M et la droite D de coordonnées, de la droite D, pardon, de coordonnées, voilà. Vérifier que le plan P d'équation, qui est donné ici, est orthogonal à la droite D. Alors là, je vais déjà, et passant par le point M. Alors déjà, dans un premier temps, montrons que le plan P passe par le point M, enfin, que le point M est dans le plan P. Pour cela, très simple, on remplace les coordonnées de M dans l'équation de P. Donc M c'est ça, P c'est ça, on remplace. Ça donne 0, donc M est dans le plan P, quelles que soient les valeurs de U. Le plan P a pour vecteur normal 1, 1, moins 1. Alors ça, c'est les coefficients A, B, C de votre plan P. Un vecteur normal, c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan, orthogonal au plan. Et 1, 1, moins 1, c'est un vecteur directeur de la droite D. La droite D, c'est ça. 1, 1, moins 1, c'est un vecteur directeur de la droite. Donc forcément, la droite D et le plan P sont orthogonaux. Voilà. Montrer que le plan P et la droite AB sont séquents en un point N. Donc on cherche l'intersection entre P et AB. Donc ça c'est du classique encore une fois, même s'il y a un petit paramètre. Le point appartient à la droite, donc il vérifie l'équation de la droite. Le point appartient au plan, donc il vérifie l'équation du plan. On résout et on trouve ces coordonnées-là.
Une autre possibilité aurait été de remplacer ces coordonnées dans les deux équations. Ah non, ça aurait été un peu délicat, non. C'est plus simple, excusez-moi. 5a. Montrer que la droite MN est perpendiculaire à la droite D. Ben, on calcule le produit scalaire. Ah non. On aurait pu. On aurait pu utiliser le produit scalaire, c'est pas ce que j'ai fait ici, c'est vrai qu'il y a une autre possibilité. Comme la droite D est orthogonale au plan P, ben la droite D est perpendiculaire à toute droite du plan P passant par N. Donc elle est perpendiculaire à la droite MN, parce que M et N sont dans le plan P. Donc voilà, une autre possibilité aurait été de faire le produit scalaire. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez fait. Donc on calcule les coordonnées du vecteur Mn, ben, c'est fait dans la question d'après. Et pour montrer que c'est perpendiculaire à la droite D, il faut montrer que c'est le produit scalaire avec un vecteur directeur de la droite, c'est-à-dire 1, moins 1. Voilà, calcule le produit scalaire de n et de mn. Voilà. Existe-t-il une valeur de u pour laquelle la droite mn est perpendiculaire à la droite AB? Donc là, c'est le produit scalaire. Mn, ces coordonnées-là. La droite AB a pour vecteur directeur AB qui a ces coordonnées-là. Produit scalaire. On trouve 6 moins 14u. Pour quelle valeur de u avec c'est perpendiculaire? Bah, si ça c'est égal à 0, c'est-à-dire pour u égale à 3 septièmes. Exprimer la distance mn au carré en fonction de u, formule de distance. On trouve ce résultat-là. Hein, vous savez, mn c'est racine carrée de xm moins xn au carré plus ym moins yn au carré plus zn moins zm au carré. Et dernière question, en déduire la valeur du réel u pour laquelle la distance mn est minimale, pardon. Bah là, on a cette fonction-là. Pour quelle valeur mn est la plus petite possible? Eh bien, quand mn au carré est le plus petit possible, bien sûr, hein, la fonction carré est croissante. Et donc, il faut étudier les variations de cette fonction-là. Donc, soit on fait une étude de fonction avec la dérivée, soit on utilise le cours sur les polynômes de degré 2. Comme a est positif, on a un minimum, et la valeur minimale est atteinte pour moins b sur 2a, où a, b et c sont les coefficients de votre polynôme. Sinon, je répète, hein, étude de fonction, c'est-à-dire pour quelle valeur c'est le plus petit possible, vous faites le tableau de variation de cette fonction. Et je pense que là, tout le monde sait faire. On dérive, tableau de signes, de la dérivée et variation. Voilà. Et donc on trouve u égale à 3 septièmes, c'est la distance minimale. On trouve ce 3 septièmes. Voilà, donc pour les spé physiques, ça s'arrête là pour la correction. Et puis je vais continuer pour les spé maths. Donc avec l'exercice de spé maths qu'il y avait, donc c'était cet exercice-là. Alors, dans cet exercice, on s'intéresse au nombre triangulaire. Donc un nombre est triangulaire s'il existe un entier naturel n tel que on ait cette égalité-là. Donc un nombre triangulaire, en fait, ça correspond à la somme des n premiers entiers. Par exemple, 10 est triangulaire parce que c'est égal à 1, plus 2, plus 3, plus 4. 15 est aussi triangulaire. Ça fait 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, etc. Et le but de ce problème est de déterminer des nombres triangulaires qui sont en plus des carrés d'un entier. On rappelle une petite formule pour calculer la somme des n premiers entiers. C'est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. Alors ça, on reverra ça quand on va voir le cours sur les suites. C'est la somme d'une suite arithmétique. Et donc, on va pouvoir utiliser cette formule-là. Alors, montrer que 36 est un nombre triangulaire et qu'il est aussi le carré d'un entier. 36, c'est 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8. Donc, c'est triangulaire. Et puis, 36, c'est un carré aussi. C'est 6 au carré. Donc, c'est bon. Montrer que cette somme-là est le carré d'un entier si et seulement si il existe un entier naturel P tel qu'on est n au carré plus n moins 2p au carré égale à 0.
Alors, c'est triangulaire et c'est le carré d'un entier si on a cette égalité-là. Ça, c'est un nombre triangulaire, c'est la somme des n premiers entiers, et on veut que ce soit égal à un carré. Donc on a cette égalité-là. J'utilise la formule donnée par l'exercice, et j'obtiens l'équation demandée. En déduire que la somme jusqu'à n est le carré d'un entier si et seulement s'il existe un entier naturel P tel que on a ça. Donc là, en fait, on vous demande de transformer l'écriture. Donc cette équation-là et celle-ci, ce sont les mêmes. Pourquoi? Parce qu'on part de celle-là, on peut multiplier par 4. C'est fait ici. Du coup, après, ça donne ça. Égal à 1, voilà. Ça va additionner 1 de part et d'autre. Ça, c'est le carré d'un entier. C'est le carré de 2n plus 1. Une quantité remarquable. Et donc, cette équation-là et celle-ci, ce sont les mêmes. Vous pouvez aussi partir de là, développer et arriver là. Voilà. Donc, ces deux équations sont les mêmes. Et donc, en fait, on met sous cette forme-là pour après pouvoir résoudre, hein, parce que le but, c'est de trouver des entiers n et p qui vérifient cette égalité-là. Mais ça, c'est... On va poser x égale à 2n plus 1 et p égale à y. Et donc, on va essayer de trouver tous les entiers qui vérifient cette équation-là. Alors, donner deux couples d'entiers inférieurs à 10 qui sont solution de E. Alors là, soit vous le faites de tête, c'est pas infaisable. Hein. C'est-à-dire, vous cherchez x et y qui vérifient ça. Bah, par exemple, 3 et 1. Ça fait 9 moins 8 fois 1. Donc ça fait 1, ça marche. Ou 1 et 0. Ça marche. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez exprimer y en fonction du reste et utiliser votre calculatrice. Y, ça fait de tête 1 moins x au carré sur moins 8, tout ça sous la racine carrée. Racine carrée de 1 moins x au carré sur moins 8. Voilà. Après, vous faites le tableau de valeurs avec votre calculatrice et vous trouvez des entiers qui vérifient l'équation. Et donc, on a, par exemple, ces couples d'entiers. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Bon. Démontrer que si x et y vérifient en E, alors les entiers x et y sont premiers entre eux. Donc là, bon, j'ai fait la correction avec en prenant un diviseur. Les nombres sont premiers entre eux déjà si PGCD égale à 1. C'est-à-dire que si l'ensemble des diviseurs communs de x et y, ben, il n'y a que 1 dedans. Voilà. Donc j'ai pris un D, un diviseur de x et de y. Si D divise x, y, ça divise aussi x au carré, y2, donc 8y2, donc ça divise ça, et donc ça divise 1. Et un diviseur de 1, bah, c'est 1 ou moins 1. Et donc forcément, les nombres sont premiers entre eux. Le seul diviseur commun positif, c'est 1. Le PGCD, donc du coup, égal à 1. Autre possibilité pour cette question, c'est le théorème de Bezout. Hein. On pouvait utiliser le théorème de Bezout ici. Ça, c'est égal à... Enfin, voilà, on peut transformer un peu cette écriture en x fois x moins 8y fois y égale à 1. Voilà. Et donc là, ici, en utilisant le théorème de Bezout, voilà, il existe deux entiers u et v tels que AU plus BV égale à 1. Et donc, d'après le théorème de Bezout, x et y sont premiers entre eux. Ça, c'est A, ça, c'est B. A, c'est x, B, c'est y. U et V, c'est x et moins 8y. Et on a la relation de Bezout qui est, je vous rappelle, AU plus BV égale à 1. Et quand on a cette égalité-là, on peut dire que A et B sont premiers entre eux. Donc vous pouvez faire comme ça, en factorisant. C'était peut-être un peu pour ça, voilà, deux possibilités. On passe aux matrices.
Donc un exercice, vous voyez, qui mêle arithmétique et matrice, hein, sur 5 points. Donc on a cette égalité-là, matrice A, exprimer x' et y' en fonction de x, y. Bon, là c'est assez simple, il faut savoir multiplier des matrices entre elles. Et donc on trouve ces résultats. Déterminer la matrice A-1. Bon, alors soit vous le faites à la main, mais bon, le mieux c'est de le faire à la calculatrice, c'est plus rapide. Et le temps, c'est des points. Donc A-1, ça donne ça, la calculatrice. Puis exprimer x, y en fonction de x', y'. Cette fois, on veut x, y en fonction de x', y'. Alors on part de cette égalité-là, et on peut multiplier par A-1 à gauche de cette égalité. Et donc on trouve cette égalité-là. A-1 fois x', y' égale à xy, parce que ça va faire A-1 fois A, si je multiplie à gauche par A-1. Et A-1 fois A donne l'identité. Donc ça donne ça. Et donc, on a notre système qui est x égale à 3x' moins 8y', y égale à moins x' plus 3y'. Démontrer que x, y est solution de E si et seulement si x' et y' est solution de E. Donc là, j'utilise ce qu'on a fait précédemment. Si x, y est solution de E, alors E, qu'est-ce que c'est déjà? C'est cette équation-là. Donc, si x, y est solution de E, on a ça, évidemment. Je remplace par les égalités trouvées précédemment, c'est-à-dire x égale à ça, y égale à ça. Je développe, et je retrouve que on a x' et y' qui vérifient eux aussi la solution de E. Il faudrait faire les deux sens. Bon, là j'ai mis le signe équivalent, mais ce serait bien, peut-être, pour la rédaction, de faire la même chose en partant cette fois de x' au carré, moins 8y' au carré, et vous remplacez par ces deux formules-là, vous développez, et vous montrez que x et y, eux aussi, vérifient la solution de E. Montrez les deux implications, dans un sens et dans l'autre. Ça montre le si et seulement si, c'est-à-dire l'équivalence entre les deux solutions. Question 4. Donc on a une suite xn et yn définie comme ceci, par récurrence, par une relation de récurrence. Démontrer par récurrence que pour tout entier de naturel n, xn, yn est solution de E. C'est parti. Donc la propriété c'est xn, yn est solution de E. Initialisation. Pour n égale à 0, x0 égale à 3, y0 égale à 1. Je vous rappelle, c'est marqué dans l'énoncé. Marqué là. Ben, c'est une solution de E, parce qu'en remplaçant, ça fait 1. Et puis 3, 1, on l'avait déjà vu précédemment, c'est une solution de E, donc pas de problème. La propriété est vraie au rang n égale à 0, y0, x0, y0, et bien une solution de E. L'hérédité maintenant. On suppose la propriété vraie à un rang P ou un rang N. Hein. Bon, il y a les deux rédactions, peu importe, soit P ou N ici. On va démontrer que yp plus 1, yp plus 1 est une solution de E. Ben, on a vu précédemment que si xy est solution de E, alors x', y' est solution de E. Donc si xn, yn est solution de E, ben forcément xn plus 1, yn plus 1, et E est un couple aussi solution de E. Donc la propriété est vraie pour p plus 1, donc elle est vraie pour tout n. Donc en fait, cette solution-là, cette suite xn, yn, définie de cette manière-là, va nous donner des solutions de l'équation E. À l'aide des parties précédentes, déterminer un nombre triangulaire supérieur à 2015 qui est le carré d'un entier. Donc on voudrait que le nombre triangulaire soit supérieur à 2015. Voilà. Donc il faudrait qu'on ait ça. Il faudrait que n vérifie cette équation-là. On fait le tableau de signes pour trouver des solutions. Et donc il faut que n soit supérieur à 63. Dans la partie A, on a vu qu'un nombre triangulaire est un carré si et seulement si on a ça. Dans la partie C, on a déterminé des couples xn, yn qui étaient solutions de cette équation-là. Donc on veut chercher donc n supérieur à 163 tel que on est ça.
Si n est plus grand que 63, alors 2n plus 1 est plus grand que 127. Donc, ça revient à chercher des couples xn, yn, avec xn plus grand que 127. Parce que xn va correspondre à mon 2n plus 1 ici. En partant de 3, 1, on multiplie par la matrice A, et donc on trouve 17, 6, 99, 35, 577, 204. Ah, 577. 577, ça fait, c'est un nombre triangulaire supérieur à 2015. Pourquoi? Parce que, voilà, 577 donc, correspond à xn, donc ça correspond à 2n plus 1, donc n égale à 288. Si on fait la somme jusqu'à 288, on peut utiliser la formule, ça fait 41 616, donc c'est bien supérieur à 2015. Et on peut vérifier que c'est bien le carré d'un entier. Voilà. Cette dernière question, évidemment, est délicate, hein, parce que ça reprend toutes les parties qu'on a précédemment. Et je trouve que c'est un bel exercice d'arithmétique qui mêle aussi les matrices. Voilà, comment on peut s'amuser et jouer avec les nombres entiers. J'espère que cet exercice vous aura intéressé. J'ai pas été trop rapide. Bon, reprenez ça peut-être à tête reposée si vous voulez, mais enfin en tout cas, bon, encore une fois, c'est une question plus difficile, hein, la dernière question, qui rapporte que 0,5 points. Donc voilà, attachez-vous surtout à savoir faire les premières questions. Voilà, bon, encore une fois, je ne sais pas si j'étais clair. N'hésitez pas à me poser des questions sur le Discord Salon Maths ou par le NT. Bon, enfin, le Discord, tout le monde y est, c'est bien plus pratique. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si besoin. Et puis, je reviens vers vous bientôt pour la suite du cours. On va commencer les suites la prochaine fois. Juste un mot pour vous dire que... Non, c'est tout. Voilà, c'est terminé. Puis alors, à bientôt.